Eh bien, je vous remercie beaucoup pour l'invitation et puis également pour l'organisation de cette école. Donc, je suis ravie de pouvoir y participer. Afin de vous présenter donc quelques jalons, on va dire plutôt généraux et historiques, qui permettent d'expliquer aujourd'hui le développement du mouvement de la science ouverte. Alors, 3 points pour structurer cette présentation. Donc, on va voir d'abord une histoire de la science ouverte à travers 3 principaux enjeux, qui sont ces enjeux scientifiques, économiques et sociaux, qui permettent d'expliquer l'émergence de cette notion et de ce mouvement. Ensuite, un petit point sur est-ce qu'on peut parler de bouleversement épistémologique. Et puis enfin, les exigences politiques montantes autour de la science ouverte. Alors voilà le site Ouvrir la science, qui est donc le site de référence sur la science ouverte, qui présente notamment tous les travaux du COSO, qui est donc le Comité pour la science ouverte national, qui est structuré en groupe de travail. Et donc sur ce site de référence, on peut y voir une définition que je vous propose que l'on regarde ensemble de la science ouverte. Donc il est dit que le mouvement de la science ouverte vise à construire un écosystème dans lequel la science sera plus cumulative, plus fortement étayée par des données, plus transparente, plus rapide et d'accès universel. Donc là, on voit tout de suite en fait l'importance de la structuration en écosystème. Et on voit que le mouvement se développe en fait d'abord sur une argumentation, sur des preuves qui sont étayées par ces fameuses données, ces données de la recherche, pour répondre à un certain nombre de valeurs qui sont indiquées à la fin de la définition, donc des valeurs de transparence de la science, également de rapidité, et enfin de permettre un accès universel à la production scientifique. Et donc, ce que je vous propose que l'on regarde ensemble là pendant cette présentation, donc c'est comment est-ce qu'on en est arrivé à cette définition englobante qui vise à transformer profondément les méthodes scientifiques et la diffusion des résultats de la recherche. Donc voilà les enjeux scientifiques, économiques et sociaux. Alors, 2 dynamiques majeures ont favorisé l'émergence de la science ouverte. Le premier, on peut le plonger dans l'inspiration trouvée dans les mouvements du logiciel libre. Donc, ce mouvement a démarré dans les années 1980 en réaction à des pratiques commerciales d'enfermement propriétaire qui venaient précisément de l'industrie de l'informatique et plus particulièrement du software. Et on a vu se développer donc, dans l'informatique et dans l'histoire par ailleurs d'Internet un certain nombre d'initiatives pour promouvoir des logiciels libres et donc non propriétaires. C'est une des sources d'inspiration de la science ouverte, notamment à travers ce qu'on appelle l'open source. Deuxième grande dynamique majeure, la situation oligopolistique des grands éditeurs scientifiques qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont des marges qui ont augmenté avec la hausse exponentielle des publications et le développement du numérique. Alors, pour s'arrêter rapidement sur le petit point, on ira un petit peu plus longuement sur la situation oligopolistique du monde éditorial. Donc voilà quelques exemples de réalisation du début des années 2000 autour de l'open. Donc la création de l'encyclopédie Wikipédia que vous connaissez tous, donc en 2000, un projet d'encyclopédie où tous les citoyens peuvent collaborer. Et elle se définissait à l'époque par sa nouveauté, à savoir pas d'abonnement qui permettait d'y avoir accès et une possibilité de réutiliser les contenus qui sont deux des bases de ce mouvement. En parallèle, on a vu aussi énormément en fait, de mouvements de militants qui défendent, par exemple, là, le monde de l'open data. Donc, vous avez une image de l'association Datactivistes, qui est une société coopérative et participative et qui se donne pour mission d'ouvrir les données et de les rendre utiles et utilisées pour toute la société. Et puis également une dernière illustration du mouvement du logiciel du libre, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure avec le GNU. Alors, pour rester un peu plus longtemps donc, sur l'autre dynamique qui fonde la science ouverte, c'est donc l'histoire éditoriale, à commencer par celle de l'accessibilité des articles. Donc, vous pouvez voir sur le schéma sur la droite, c'est un des schémas que l'on utilise traditionnellement pour essayer d'expliquer un petit peu la captation et l'augmentation des profits liés au système de la publication scientifique. Donc, si on part du chercheur, il va donc fournir un certain nombre d'articles et également évaluer un certain nombre d'articles à la maison d'édition qui va faire en sorte de les rendre publics
Mais pour pouvoir les consulter, l'université qui paye déjà ces chercheurs va également, l'université ou l'organisme de recherche, va également payer les moyens de rendre l'article de rendre l'article lisible, puisqu'ils vont payer des abonnements ou des frais de publication. Et donc la maison d'édition utilise l'argent reçu pour son fonctionnement, mais depuis la Seconde Guerre mondiale, va pouvoir en fait profiter de cette matière grise amplement et augmenter notamment ses profits pour plusieurs raisons, puisque en fait depuis 60 ans, on observe la création de nouvelles revues, et donc de plus en plus importantes. Mais on observe également une hausse du nombre de chercheurs, et donc par extension du nombre de publications. Et également, autre facteur très important, la baisse du coût de fabrication avec la dématérialisation numérique et la disparition du papier. Tout ça qui contribue en fait à pouvoir augmenter les marges des grandes maisons d'édition. Enfin, on peut également citer les négociations dissymétriques entre les très grandes maisons d'édition et les consortia d'acheteurs. Et c'est à partir de ce constat en fait, de problèmes en fait, d'utilisation des fonds publics, puisque tout cet argent, donc, que ce soit le financement des chercheurs ou des universités, proviennent de l'État et du contribuable. La science ouverte vise à essayer de rééquilibrer ce système qui dysfonctionne, puisque vous voyez juste sur le tableau d'à côté les profits en fait, de ces grands majeurs de l'édition. Donc là, on est en 2017, qui ont des marges qui peuvent approcher, voire dépasser, dans le cas des premiers, les GAFAM aujourd'hui. Alors, ce système que je vous ai décrit est plutôt celui des sciences techniques et médecine, et évidemment, il n'est pas tout à fait adapté au SHS, mais disons que c'est un modèle un peu générique pour comprendre qu'aujourd'hui, ou en tout cas hier, un article était payé 2 fois, à la fois parce que le chercheur le produit et à la fois pour pouvoir le consulter. Voilà. Donc pour illustrer ça à travers, par exemple, l'histoire du groupe Elsevier, pour comprendre comment aussi ces grandes maisons d'édition se sont structurées, c'est un exemple qui est le reflet en fait, d'un mouvement qui a plus d'un siècle. Donc on voit la fondation à la fin du 19e siècle, et en fait le groupe s'est constitué par des processus de fusion-acquisition en rachetant des groupes éditoriaux plus petits. Donc ça a été le cas avec Reed, ou également l'éditeur scientifique français Masson. Et donc, en 2005, Elsevier est devenu Elsevier Masson. Et aujourd'hui, le groupe s'appelle RELX Group, et donc est en train de se spécialiser dans l'analyse de données. Et donc, les données constituent le nouvel Eldorado aussi de ces grands groupes éditoriaux. Cette situation économique a eu des conséquences immédiates sur les établissements, puisque vous voyez par exemple sur le graphique de gauche le coût des abonnements à Nature ou Science pour une bibliothèque universitaire. Donc là, c'est l'exemple de Montpellier, qui va croissant de 2010 à 2014, jusqu'à un paroxysme, puisque des grands établissements ont été contraints, par exemple, là on est dans les dernières années, de se désabonner de bouquets de revues, puisque en fait, les coûts d'abonnement à ces bouquets de revues étaient beaucoup trop importants pour les institutions qui ne peuvent plus les payer. Et donc là, vous avez l'exemple de Sorbonne Université en guise d'illustration. Pour contrer ce mouvement, on a vu depuis les années 1990 et particulièrement 2000 le développement d'un certain nombre d'initiatives en open access. Donc en 91, le lancement de l'archive ouverte Archive, puis également dans les années 90, le lancement d'une autre archive ouverte qui est PubMed Central pour le domaine médical et biomédical. Et puis en France, donc des propositions qui vont émerger pour développer l'open access avec en 2001 l'auto-archivage des articles dans l'archive ouverte nationale HAL, hyper-articles en ligne, et puis un certain nombre d'expérimentations et de développement de modèles alternatifs de publication. On peut citer revue.org par exemple pour les sciences humaines et sociales. À partir de ces années 2000, l'open access va surtout être promu à travers un certain nombre d'initiatives. Alors, ce qu'on appelle des initiatives, ce sont souvent des déclarations d'intention qui n'étaient pas forcément suivies en fait, d'exigences ou d'applications. C'était surtout des appels. Donc, vous en avez un certain nombre. Parmi ces derniers, peut-être celui de 2017, donc l'appel de Jussieu, qui visait à promouvoir la bibliodiversité, à savoir essayer de tout faire pour conserver des modèles éditoriaux divers
pour pouvoir conserver différentes façons d'éditer et de publier la science. Et donc, en voilà un exemple de ce qu'on appelle aujourd'hui la bibliodiversité. Donc là, vous avez des articles scientifiques tout en haut de la slide, mais vous avez également donc, continué à publier des monographies, donc, ce qui va plutôt concerner les sciences humaines et sociales, mais également promouvoir un certain nombre d'initiatives, donc les archives ouvertes, mais également des plateformes de reviewing ouverts, comme le Peer Community E, qui permet une évaluation directe des préprints sur la plateforme, et donc il en existe dans un certain nombre de disciplines, ou encore des initiatives un peu mixtes entre dépôt en archives ouvertes et en même temps labellisation par un système d'évaluation par les pairs, c'est ce qu'on appelle les EPI-revues. Donc, vous avez le logo d'episcience.org, qui sont à l'heure actuelle qu'on peut retrouver dans HAL, donc avec ce double système. Ou encore, un autre exemple de bibliodiversité à la française qui a très bien fonctionné, c'est l'environnement Open Edition, qui concerne les sciences humaines et sociales, avec la promotion d'un certain nombre de revues en accès ouvert, mais également avec la possibilité de mettre en ligne des carnets de recherche, etc. Donc aujourd'hui, différents modèles d'édition coexistent du fait de cette un petit peu fragmentation du paysage liée au développement de formes différentes d'open access. Et donc coexiste aujourd'hui donc le modèle traditionnel ou qu'on appelle le lecteur payeur, c'est-à-dire que pour consulter un article, vous allez pouvoir y accéder via un abonnement qui est financé par votre institution. Et pour pouvoir accéder à l'article via souvent une base de données, vous allez vous loguer via votre environnement numérique de travail. Un second modèle qui est ce qu'on appelle le Gold Open Access sans frais de publication, qui est aussi appelé la voie diamant. Donc là, les revues vont publier les textes en open access gratuits et de façon immédiate. Et les frais de publication sont internalisés par les institutions qui sont financées par des services auxiliaires, par exemple dans le cas d'Open Edition par l'État en France. Ces revues vont être indexées dans le DOAJ, qui est le répertoire des revues en open access au niveau international. Troisième modèle, donc toujours un modèle en open access, mais cette fois avec des frais de publication. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le modèle auteur-payeur, où les revues publient les textes en open access, mais en devant payer à l'éditeur une somme au moment de la soumission de l'article. Et donc ça, c'est surtout un modèle qui est développé en sciences, en STM, en sciences techniques et médecine, bon, sachant que c'est bien sûr sur l'institution qui va payer en fait ces frais de publication. Et on estime aujourd'hui la fourchette à peu près médiane, enfin la moyenne à 2 000 € les frais des APC. Et enfin, un modèle hybride qui s'est développé particulièrement ces dernières années, qui consiste au fait que dans une revue, la revue va accueillir à la fois des articles qui vont être accessibles sous abonnement et également des articles qui vont être accessibles en open access avec APC. Et donc, pour l'auteur, ça se concrétise par une option à cocher en fait, dans son contrat, où il va cocher donc accès ouvert, par exemple, avec frais de publication, afin que l'article soit ouvert pour le lecteur, mais qui nécessitera en amont de payer cette somme. Pour l'information, cette option-là de modèle hybride est donc proscrite par le Plan national pour la science ouverte, donc à l'échelle française, mais également par le Plan S européen ou encore par l'ANR, alors que l'ERC s'est retiré donc de la coalition S et donc autorise depuis cet été ce modèle hybride de publication pour ses appels à projets. Pour vous donner un exemple de ce que représente le coût désormais des APC pour les institutions, on peut retrouver sur le site OpenAPC, par exemple, là, le coût de ces frais de publication pour le CNRS, donc là, c'est pour l'année 2017. Et vous retrouvez donc les grands majors de l'édition qu'on a pu lister tout à l'heure. Et donc là, vous voyez que le premier d'entre eux, c'est Springer Nature. Sachant qu'il est difficile d'avoir ces chiffres, et donc ce sont des estimations. Le développement de l'open access a entraîné un certain nombre de dérives, puisque certains y ont vu tout l'intérêt et l'avantage à développer des revues, ce qu'on appelle des revues prédatrices. Donc là, vous avez un exemple de spam, de mail que vous devez abondamment recevoir dans vos boîtes mail. Donc une revue prédatrice, c'est une publication qui prend la forme d'une revue scientifique, mais qui constitue une escroquerie légale en poussant les chercheurs à payer des frais de publication
sans leur fournir les services éditoriaux associés aux revues scientifiques attendus et légitimes, que ce soit par ailleurs en libre accès ou non. On va retrouver des caractéristiques assez communes, déjà des frais de publication souvent exorbitants, avec des contrôles éditoriaux minimaux, ou également des frais de publication qui vont être révélés aux auteurs seulement après que l'article ait été accepté. On va retrouver également une communication extrêmement agressive sous forme d'envoi massif de spam, incitant les chercheurs à publier chez eux ou même à devenir éditeurs. Autre caractéristique, des acceptations donc très rapides de manuscrits, parfois sous moins de 48 heures. Et il y a l'acceptation d'articles canulars, et vous avez sûrement vu circuler ça, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur un certain nombre de blogs. Donc, je passe les noms de chercheurs imaginaires, les contrefaçons du style de revue légitime. Souvent, ce sont des noms très, très proches. Et s'associe d'ailleurs dernièrement au développement des revues prédatrices, le développement des congrès prédateurs dans le même genre, en copiant des noms de colloques et de congrès fonctionnant vraiment sur le même modèle et qui réservent des salles dans des institutions, dans des universités et se faisant passer pour. Voilà, donc il existe un certain nombre aujourd'hui d'outils ou en tout cas de petites listes pour vérifier que la revue n'est pas une revue prédatrice parce que même des chercheurs aguerris peuvent parfois se faire avoir. La dernière qui vient de sortir, qui a été faite par l'Université de Liège, est une application vraiment très très bien faite qui s'appelle Compass to Publish. Je vous invite vraiment à consulter si vous voulez en savoir plus. Et toujours donc le DOAJ, le Directory of Open Access Journals, qui répertorie un grand nombre de revues en open access du point de vue international. Et donc toujours vérifier le site web de la revue, les procédures d'évaluation et les membres du comité éditorial. Alors donc, ce paysage du développement de l'open access a entraîné un certain nombre de changements pour les disciplines. Donc, si on regarde ce graphique qui montre donc la situation des taux de publication en open access par grande discipline entre 2000 et 2017, eh bien, si on regarde les sciences de l'univers qui vous concernent plus particulièrement, on peut voir donc que dans les années 2000, on avait à peu près 20% des publications qui étaient publiées en open access. Et donc aujourd'hui, on est passé à 30%. Et vous voyez que ce mouvement concerne vraiment toutes les disciplines, et même celles qui, pour des raisons historiques et de constitution de la discipline, ne s'y étaient pas mises, eh bien, en fait, ont toutes progressé dans cette voie-là. À l'échelle de la France, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus et consulter même les chiffres pour vos disciplines, on a depuis l'année dernière le baromètre français de la science ouverte qui donne les chiffres pour l'année précédente, alors avec tout un tas de graphiques accessibles. Là, je vous en ai mis que un. Donc, pour vous montrer qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la publication scientifique française recensée et recensable, on est à 49% en accès ouvert. La science ouverte est également présentée comme une dynamique permettant de répondre à des questions démocratiques et sociétales, puisqu'elle elle est aussi présentée comme une réponse à la crise, ce qu'on appelle la crise de la reproductibilité de la science, mais également comme une réponse à la crise de confiance démocratique dans la production de savoir scientifique. Et enfin, comme un début de réponse également aux inégalités d'accès au savoir entre les Nord et les Sud. Alors, pour s'arrêter peut-être un peu plus longuement sur la crise de la reproductibilité de la science, quelques jalons. Donc, un des jalons importants, c'est cet article publié dans Nature en 2016, qui montrait donc à partir d'un panel de 1500 chercheurs de différentes disciplines, que pour plus de 70% des chercheurs qui ont essayé de reproduire les expériences d'un autre scientifique, eh bien plus de la moitié n'ont pas réussi à reproduire leurs propres expériences et 70% n'ont pas réussi à reproduire les expériences d'autres chercheurs. Et donc, ce sont là des chiffres révélateurs qui s'amplifient quand on regarde, par exemple, dans certains champs disciplinaires. Donc, par exemple, en psychologie, une étude montrait qu'en 2015, la première initiative donc, du Centre pour la science ouverte aux États-Unis tente de reproduire sans expérience de psychologie et n'y parvient que dans 39 cas. Voilà, donc il y a un certain nombre d'exemples aussi qui ont été recensés par Nicolas Chevassus-Holly dans son livre Malscience de la fraude dans les labos.
Alors, il ne s'agit pas toujours, pas forcément toujours ni rarement de fraude, ni de falsification, mais bien souvent des difficultés à reproduire les expériences dans les mêmes conditions que celles-ci, en raison, par exemple, d'une documentation incomplète, de métadonnées qui ne permettent pas de reconstituer les mêmes conditions, de conditions initiales impossibles à retrouver, etc. C'est-à-dire qu'il y a énormément de conditions en dehors de questions vraiment de fraude et de falsification. En 2017, la France a justement mis en place l'Office français pour l'intégrité scientifique, pour essayer de trouver des réponses et en tout cas un bureau ou un institut pour répondre à cela. Donc pour ce qui est de la crise de confiance démocratique dans la production de savoir scientifique, je pense que l'année 2020 a été riche en expériences. Donc je fais une illustration du Lancet Gate, je pense que l'on a tous en tête. Mais donc la science ouverte, à travers en fait cette transparence qu'elle permet, est une des solutions pour essayer de répondre à cet aspect. Et enfin, donc pour évoquer l'inégalité à l'accès aux productions scientifiques entre Nord et Sud, eh bien, en miroir, vous pouvez voir sur cette carte donc, le nombre de pays qui ont recours à SciHub pour consulter des publications dans le domaine des sciences médicales. Et donc là, on voit bien, même s'il y a un certain nombre de pays pour lesquels on n'a pas les données, que les pays on va dire des pays du Sud ou des Sud en général ont davantage recours à cette plateforme de téléchargement illégal puisque probablement leur université et leur structure de recherche ne peuvent pas s'abonner à l'ensemble des bouquets de revues de plus en plus coûteux. Et donc la science ouverte constitue également une réponse pour permettre l'accès au savoir en fait, à tous les chercheurs de tous ces pays-là, sans parler des citoyens. Et donc, puisque la science ouverte peut également être envisagée, c'est déjà une question, comme un bouleversement épistémologique. Et donc, on va entrer un petit peu plus dans les détails de ce que recouvre la notion de science ouverte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette science ouverte? Puisque, en fait, quand on en parle, donc c'est un concept englobant, qu'on appelle un concept umbrella ou parapluie, puisqu'il va comprendre plusieurs aspects. Et si vous avez un petit peu le temps de regarder ce qu'il y a sous les parapluies, eh bien, vous verrez qu'à chaque fois, il y a des notions un peu différentes. Alors, souvent, il y a des piliers qu'on va retrouver, enfin des grandes catégories. Et puis ensuite, ça peut varier en fonction de la définition qu'on peut avoir de la science ouverte. Généralement, on va retrouver toujours plusieurs aspects. Donc, c'est le libre accès aux publications scientifiques, open access, et le libre accès aux données de la recherche, ou en tout cas l'open research data, ou open data. Et ça va généralement englober les sciences citoyennes ou participatives. Et puis entre les deux, on va retrouver des choses qui vont relever de l'open source ou de la mise en accès ouvert de ressources éducatives, par exemple. Voilà, ça peut varier ensuite. Mais les trois piliers traditionnels de la science ouverte sont donc le libre accès des publications, l'ouverture et le partage des données de la recherche, ou les principes FAIR permettant donc des données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables sont de plus en plus mobilisés et présents. Et enfin, donc l'ouverture des protocoles de recherche, ce qui peut par exemple vouloir dire déposer le code qui ont sous-tendu une recherche ou encore les logiciels dans une plateforme comme Software Heritage. Et donc, c'est l'idée de pouvoir documenter et de rendre accessible et transparent l'ensemble des étapes qui ont permis la recherche depuis la constitution du corpus jusqu'à la publication des résultats. Et donc, on termine avec cette étendue de la notion de science ouverte avec les sciences participatives, mais je ne m'étends pas puisqu'il y a une journée de l'école qui est consacrée à cet aspect-là. Donc, voilà une taxonomie qui ressemble l'ensemble des notions couvertes par la science ouverte, où on retrouve ces trois piliers de l'open access, de l'open data et de l'ouverture des protocoles de recherche, que vous pouvez retrouver sur le site de Foster, qui est également un site avec énormément de ressources d'auto-formation. Donc, à tout moment en fait, du processus de recherche, des outils ou en tout cas une méthode propre à la science ouverte peut se retrouver.
depuis le moment de constitution du corpus, on va pouvoir de plus en plus aller rechercher des données qui existent pour les réutiliser, ou les associer, ou les combiner, ou les analyser à la production d'autres données. Ou donc, également tout au cours de la définition du protocole et des méthodes, en réutilisant, par exemple, des codes ou des logiciels qui ont pu être ouverts par d'autres, en passant par l'analyse des données, etc., jusqu'à la diffusion de l'ensemble des matériaux qui vous sera possible de diffuser, puisqu'il y a évidemment des freins et des aspects juridiques qui ne permettent pas de partager toutes les données, notamment les données. Donc jusqu'à la publication de ces publications dans des archives ouvertes sur HAL, Archive, etc. Donc à toutes les étapes du cycle de la vie d'un projet de recherche peuvent se retrouver les aspects de science ouverte. Et donc la science ouverte arrive également à un moment de l'histoire dans une nouvelle temporalité scientifique. Et donc un certain nombre de chercheurs s'interrogent sur le fait est-ce que c'est un nouveau paradigme, une révolution, ou comment qualifier cela, puisqu'elle arrive après un quatrième temps. Donc, pour rappel, on a qualifié d'abord de science empirique de l'observation des phénomènes, puis de science théorique, qui se qualifiait par l'utilisation de modèles au cours du siècle passé, jusqu'aux années 70, qui se caractérisait davantage par une science de la simulation à l'aide d'ordinateurs. Et aujourd'hui, donc depuis les années 2000, qualifié un moment de science de l'exploration des données, que d'aucuns peuvent qualifier de big data, ou donc, par exemple, l'exemple de la génomique, qui ont en fait bénéficié des façons les plus remarquables de la croissance des données, puisqu'il a fallu plus de 10 ans et des milliards de dollars pour réaliser le premier séquençage complet du génome humain. Et il est maintenant possible, une dizaine d'années plus tard, de séquencer l'équivalent de 100 génomes humains sur un seul appareil, dans n'importe quel laboratoire, en quelques jours et pour quelques milliers de dollars. Et le tout les séquences seront déposées sur GenBank, qui sera accessible à tout un chacun. Et cette expérience scientifique d'un point de vue mondial et absolument majeure, en fait, a permis d'éviter la privatisation du génome. Donc, pour remettre un peu en contexte cette notion de big data, certains chercheurs tendent à dire qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une période qui se qualifie par un changement d'échelle lié à la profusion de données nativement numériques et quantitativement très importantes, et qui font souvent le parallèle avec une époque comme au Moyen-Âge, où les érudits ont vu la masse de données disponibles exploser avec la diffusion des manuscrits. Et donc aujourd'hui, on assiste à un changement d'échelle qui permet d'appliquer et de développer les techniques qui n'étaient pas possibles auparavant, typiquement de l'intelligence artificielle, car la masse des données qui auraient été nécessaires n'était pas disponible, alors que maintenant elle l'est, et donc permet de tester ces nouvelles méthodes scientifiques. Enfin, on peut même se demander si on tend vers un nouveau champ de recherche, puisque peut-être que plutôt que de parler d'un nouveau paradigme scientifique pour qualifier la science ouverte, on peut en tout cas l'envisager comme une nouvelle manière de faire de la recherche, très probablement, mais déjà en tout cas, pour paraphraser Antoine Petit, président du CNRS, la science ouverte est déjà au moins une révolution de la communication scientifique. Et donc des chercheurs aujourd'hui travaillent sur ce qu'on est en train d'appeler l'Open Science Studies, pour observer comment la science ouverte modifie profondément les méthodes et protocoles scientifiques. Et vous en avez quelques exemples sur la slide. Et enfin, je vais terminer avec des exigences politiques montantes autour de la science ouverte, qui voient donc la concrétisation de l'importance prise par ce mouvement dans l'espace politique. Alors, tout d'abord à l'échelle européen et international. Donc, un des premiers jalons, ça a été le programme de financement H2020 au niveau de la Commission européenne, puisque tout bénéficiaire devait assurer un accès libre et gratuit à toutes les publications et aux métadonnées, et donc déposer les papiers dans une archive ouverte. Et ça s'est conjugué en 2017 avec la mise en place de plans de gestion de données, et donc de l'incitation à l'ouverture et au partage de données. En 2017, on a vu la mise en place du plan S, qui sera appliqué à partir de janvier 2021, pour permettre l'accès ouvert pour les publications et les données de la recherche financées sur projet.
en novembre 2018 le lancement du portail EOSC, conçu comme une sorte de porte d'entrée, guichet unique, ou en tout cas un portail à destination des chercheurs pour accéder à des services, des données et d'autres ressources. En 2020, on a pu lire une recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte. Donc, c'est pour vous montrer que le paysage est en train vraiment de se structurer à l'échelle internationale. Et on a également vu l'articulation au sein de Data Together de la collaboration entre les 4 grandes organisations internationales de données pour optimiser l'écosystème données de la recherche avec Codata, Gopher, la RDA et le World Data System. Et donc enfin, en 2021, on verra donc les précisions concernant le nouveau programme de financement Horizon Europe de la Commission européenne qui devrait, dans ses très grandes lignes, reprendre ce qui était mis en place pour H2020. Et donc la traduction française de ces progressifs engagements. Donc en octobre 2017, la loi pour une république numérique, et notamment son article 30, qui offre la possibilité aux chercheurs de déposer ces publications en libre accès, moyennant un certain nombre de conditions que je ne vais pas vous détailler là dans des archives ouvertes. Le plan national pour la science ouverte en juillet 2018, pour rendre obligatoire l'accès ouvert pour les publications et les données de recherche financées sur projet. En 2019, l'ANR qui rend obligatoire le plan de gestion de données pour les projets financés. Et en 2019 et 2020, donc une feuille de route du CNRS pour la science ouverte. Et il y a quelques semaines, le plan de données de la recherche du CNRS. Et donc, pour vous montrer voilà, toutes ces transpositions nationales d'engagement et d'exigence européens et donc bientôt et également en cours de structuration internationaux pour aller dans le même sens sur tous ces programmes. Voilà quelques illustrations de bibliographie, mais donc la littérature est très très vaste sur ces sujets-là. Et donc, je vous remercie pour votre attention et serai ravie de répondre à vos questions. Merci Élise. Alors, on a le temps pour prendre quelques questions. Oui, bonjour. Alors, je vais donner la parole. J'ai vu une main levée pour l'instant. Je vais donner la parole à Norma Gracia Sanchez, si vous voulez bien vous présenter rapidement et puis poser votre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Alice pour cette présentation assez exhaustive. Je suis Norma Sanchez, directrice de recherche au CNRS depuis plus de 40 ans, physicienne, théoricienne, cosmologie, et je dirige aussi l'école internationale dans la discipline Daniel Chalon, Hector de Vega, qui dès le début, il a 30 ans, a été toujours pour la science ouverte, disons, dans sa pratique. Donc, vite fait, parce que je ne veux pas accaparer la parole, je souhaite souligner 3 points qui me semblent importants, que je n'ai pas vus en tout cas dans ton exposé. Je vous en prie. Donc, une partie. Le premier, c'est que cette science ouverte, qui est une démarche qui est très importante, ou la démarche ouvrir la science, encore c'est très important. À mon avis, dans ce que j'ai eu l'occasion de vivre, elle est apparue surtout avec la naissance d'Internet. Et comme bien souligné, j'ai eu l'occasion, étant une année au CERN, invitée, de partager l'année de recherche avec Paul Ginsparg, qui était là, physicienne théoricienne, à l'époque théorie des cordes, qui nous expliquait, mettait en place, j'étais en 89 là-bas, hein, pour l'année 88, 87, même avant. Et il nous expliquait toute la démarche de ce qu'il allait mettre les fameux archives, les archives, les repositoires des archives, etc., ce qui allait venir, puis l'UNESCO, et puis tout ce qui s'est développé. Donc,
je les place vraiment dans les débuts des années 90. Hein. C'est avec cela qui commence. Et ensuite, tout ce qui... Moi, je vois la science ouverte, ouvrir la science. Bon, c'est une démarche, c'est même une philosophie, disons, à la base, épistémologique, mais pour nous, les chercheurs, c'est aussi un outil. Ça ne remplace pas la science en soi, et ça fait partie des transformations de la science qu'elle a suivies, les façons de faire la science, etc. Et toute la société, qui la technologie par rapport à la science, toute l'imbrication, comment toute cette dynamique-là qui se transforme mutuellement. Et donc, on arrive à ce moment-là. Le deuxième point, qui me semble importante, en tout cas, ça a été la devise étant CNRS, c'est que toute recherche publique ou tout chercheur financé par une recherche publique se doit d'ouvrir la science. Si elle ne fait pas objet d'un secret, disons, spécifique au projet de recherche qu'on fait. Ça a été une des démarches qui m'animait. Et puis, c'est la responsabilité sociale de tout chercheur aussi de diffuser la connaissance. Partager, c'est le partage des savoirs, n'est-ce pas? Même c'est une démarche qu'on pourrait qualifier d'éthique aussi. Dans les non-secrets dans tous les domaines dans lesquels on n'a pas de label spécifique. La troisième, qui est à mon avis l'enjeu de tout cela, en tout cas dans les stades que nous voyons, c'est l'open access, payant ou pas. C'est ça, c'est toute l'hybride, tous les hybrides qu'on est en train de voir. C'est normal, il y a la transition, mais c'est cela, à mon avis, sur lequel se joue, tout l'expliquer, tous les éditoriales, et ça se passe aussi pour les colloques, pour les congrès, pour les réunions, d'ouvrir. Et là, le rôle de l'Europe, parce que toi bien, je trouve très clair la carte que tu as fait d'évolution, l'Europe avec les différentes périodes. Mais là, on voit toujours, et même au niveau, bon, je parle pour le CNRS, mais pour d'autres institutions peut-être pareilles, qu'on spécifie toujours. C'est déjà très bien l'appui à l'open access, à la science ouverte, mais toujours, on spécifie à la fin, tu le verras, l'obligation ou la recommandation de donner accès aux publications sur des projets financés. Sur des projets financés, il faut savoir que tous les chercheurs ne sont pas sur des projets financiers ni de l'ANR, ni de l'Europe, parce qu'ils peuvent se financer autrement, parce qu'ils veulent ils veulent pas passer leur temps à demander de l'argent, et ils peuvent faire disons, ils sont arrivés à un stade où ils ne passent pas leur temps, etc., etc. Ils peuvent travailler. Puis, il y a les privés aussi. Mais je crois que là, cette phrase, recommandation, il faut donner accès à toutes les publications sur les projets financiers, moi, je voudrais les voir disparaître. Et simplement, recommandation, accès à toutes les publications qui se méritent, disons, qui soient financées sur projet ANR ou pas, ou sur des projets européens ou pas. Hein. Donc, voilà. Merci beaucoup. Oui, merci, merci. On va laisser Élise répondre. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est toujours utile. Enfin, merci de nous avoir fait part de votre vision de la science ouverte, notamment à ses débuts. Et effectivement, j'ai peut-être pas assez insisté sur l'idée que ça naît avec Internet. C'est ce que j'essaie de dire quand ça se développe avec le numérique. Et c'est effectivement un jalon très important. Et on peut effectivement espérer qu'à terme, ça s'étende à tous les projets de recherche financés ou non,
Mais peut-être pour amener un petit peu de nuance, c'est vrai que cette clause-là, elle se met en place parce que toutes les disciplines n'ont pas le même niveau de maturité vis-à-vis de la science ouverte. Et donc là, je suis ravie de sentir qu'on est dans une communauté qui est vraiment déjà très mûre et ouverte à cette question-là. Mais pour parler souvent de science ouverte, c'est vraiment pas toujours le cas. Et voilà, et toutes les communautés ont besoin de mûrir et de s'approprier ce sujet-là. Et donc, pour certaines, c'est déjà un gap très, très important. Merci beaucoup. Merci. Je vais passer la parole maintenant à Vladislas Yastrebov, si vous voulez poser votre question. Merci. Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très riche et beaucoup de références. Je me présente, je suis Vladislas Yastrebov, chargé de recherche au CNRS. Et entre autres, je suis un des créateurs de nouvelles reviews, EP Review sur epscience.org. Et en fait, j'ai aussi un commentaire, pas une question. Pour nous, c'est très, très important de distinguer les différents types d'open access. J'étais un peu étonné que vous avez mis Gold Open Access sans APC et avec APC comme Gold Open Access. Je pense qu'il manque de communication sur ce sujet, notamment dans notre domaine. Je viens de la mécanique des matériaux, de la mécanique. Et les gens, souvent, ne comprennent pas en fait, de quel type d'open access il s'agit. Et en fait, on a essayé de promouvoir plutôt Diamond Open Access et d'éviter en fait, le terme Gold Open Access pour ne pas créer des confusions. Voilà. Merci. Je ne suis pas très fan non plus en fait, de tous ces termes-là par ailleurs, voie verte, voie dorée, etc. Je trouve que ce n'est pas très parlant. C'est pour ça que j'essaye plutôt d'insister sur auteur-payeur. Voilà. Mais je ne sais pas si vous souhaitiez que je développe davantage. Non, je pense que vous êtes déjà bien au courant. Si c'était juste une remarque, si vous souhaitiez que je développe la voie diamant. En fait, la voie diamant, c'est vrai qu'elle est notamment très importante pour la France puisqu'on a des initiatives comme Open Edition qui permettent toutes les publications en accès libre sans aucun frais imputable aux auteurs ou aux institutions, notamment parce que Open Edition est subventionné par l'État. Mais ce n'est pas que le cas en France. Il y a des systèmes en fait, d'édition très intéressants, notamment en Amérique du Sud, avec toute la plateforme Cielo, qui est probablement un modèle du genre, qui diffuse énormément et probablement beaucoup plus qu'en France de publications en accès libre sur ce modèle-là, sans frais de publication pour les auteurs. Oui, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Oui, bonjour. Oui, Nam. Oui, bonjour, merci Elise de cette présentation. Moi, j'aimerais juste évoquer, parce que je sais qu'Elise, vous organisez également des formations en sciences ouvertes à destination des doctorants à l'Université de Paris, peut-être profiter de cette occasion pour les doctorants ou même jeunes chercheurs qui sont présents au sein du public, évoquer ça peut-être pour que s'ils sont intéressés pour aller plus loin sur les formations sciences ouvertes, qui s'inscrivent à la formation. Voilà. Oui, bien volontiers. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc, en fait, en cette année 2020, on a mis en place la première édition du cycle Sciences ouvertes, donc, qui est constitué de 7 modules. Donc, qui commence par un webinaire introductif à la science ouverte, qui, pour le coup, est en ligne. Et ensuite, de modules qui durent 2 à 3 heures chacun. Donc, sur les stratégies de publication, sur l'identité numérique, sur la gestion des données de recherche, sur la rédaction de plans de gestion de données, sur les archives ouvertes. Voilà, donc on a 7 modules complets pour faire le tour des questions de la science ouverte, donc organisés au sein des bibliothèques Université de Paris avec les collègues. Je vais vous mettre le lien dans le chat tout à l'heure. Et on fait également des ateliers pour les enseignants-chercheurs sur le même modèle qu'on essaie de faire plus court et encore plus pratique, mais sur les obligations sciences ouvertes dans les projets de recherche et la rédaction des plans de gestion de données.